Bonjour, c'est Pierre-Étienne Bourget, fondateur de la méthode de libération authentique, des approches de santé authentique et du mensuel de formation continue, conscience et réalisation, qui sont toutes des approches qui te permettent de développer une paix profonde, d'élever ta conscience, de rehausser ton niveau énergétique et d'agir dans le monde qui t'entoure avec d'autant plus de puissance pour que tu puisses enfin ressentir, accomplir et obtenir ce qui t'appelle vraiment. Dans cette présente vidéo, nous allons aborder ensemble comment participer à l'élévation globale en évitant les 9 pièges de base. Alors, dans la présente vidéo, on va parler du doute, de la peur, de la frustration, de la dispersion, de l'indifférence, de la convoitise, de l'attachement, des remords et de la maladie. Je pensais, selon les échanges des derniers jours, et ça a été tellement merveilleux, les échanges des derniers jours. Merci à tous ceux qui ont écrit quelque chose. Je pensais sélectionner 2, 3 points. Mais il n'y a rien qui m'a semblé sortir plus que les autres. Je me suis dit, je vais faire un retour pour honorer tous les gens qui ont pris le temps de m'écrire. Je vais faire un retour sur les 9 points. Sur chacun de ces points-là, je vais t'offrir une vision fraîche de chacun d'eux. Une vision qui va te permettre de comprendre la raison d'être de chaque piège et ce qui se cache derrière le masque en question, qu'on appelle piège. Et ensuite, je vais t'offrir un exemple concret tiré de ma propre expérience concernant ce qui peut être transformé face à chacun de ces 9 pièges mentionnés. Mais en guise d'avant-propos, je le redis encore, je suis stupéfait et vraiment dans la gratitude pour les centaines de messages qui ont été reçus ces derniers jours. Quelle énergie! Quelle bonté, quelle beauté! Waouh! C'est extraordinaire! Merci. Merci. Et oui, donc j'ai tellement reçu de questions et de demandes de précision sur chacun des 9 pièges que je vais offrir des précisions sur chacun d'eux. Comme je l'ai dit, je pensais en sélectionner juste 2 ou 3. Alors, on parle ici vraiment d'élévation globale. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Élever la qualité de santé de notre corps, la qualité d'énergie de notre corps, la qualité d'endurance de notre corps, élever notre clarté mentale, notre fonctionnement mental, élever notre, notre psychologie, notre manière de fonctionner de manière libre, en fait, d'avoir laissé en arrière les blocages, les blessures et tout ça, d'avoir donc des émotions d'une belle qualité et d'avoir élevé sa conscience. Quand je parle d'élévation globale, je parle aussi du fait de non pas s'orienter juste vers une élévation de soi-même, mais d'inclure nos relations, donc notre relation amoureuse, les enfants, parents, famille élargie, les amis, l'humanité, notre spiritualité, donc relation avec des aspects qui peuvent sembler subtils, voire invisibles, ou donc notre relation avec Dieu, si on veut le dire comme ça. Mais aussi dans cette élévation globale, qui est notre thème, c'est aussi l'élévation de la qualité de la matérialité dans laquelle on évolue, donc de notre lieu de vie, maison, bien matériel, voyage en termes donc de possibilités de déplacement, finances, etc. L'élévation globale, c'est l'élévation de tous ces secteurs-là. Et pourquoi je dis global? Parce que s'élever soi-même, c'est élever son entourage. Élever son entourage, c'est s'élever soi-même. Et lorsqu'on est proactif, lorsqu'on est volontaire pour cette élévation globale, on élève simultanément nous-mêmes et notre entourage. Alors, pour réaliser cette élévation, c'est nécessaire de développer son leadership personnel conscient. Et une fois que j'ai développé mon leadership personnel conscient, que je l'ai mis en action, on revient à la case de départ. Donc, c'est ce qui s'appelle l'élévation globale. Participer consciemment à l'élévation globale. Et notre Terre a besoin de leaders conscients et effectifs pour procéder à cette élévation globale. Alors, l'élévation, c'est une condition nécessaire au bonheur. Le bonheur, c'est pas dans le fait d'atteindre un objectif. Ça donne une satisfaction. Le bonheur, c'est dans la croissance. Synonyme donc d'élévation. Donc, entrons donc dans le vif du sujet de cette vidéo. On a parlé des 9 pièges. Dans la vidéo 1, on a parlé du désespoir et du fait que si les solutions qu'on cherche étaient dans notre conscient, ça ferait longtemps qu'on les aurait trouvées. Vidéo 2. On va donc
aller plus loin ensemble maintenant concernant les 9 pièges et concernant l'inconscient aussi. Donc, pour comprendre notre comportement, il faut être au clair sur un point précis. Bien que ça paraisse souvent stupide lorsqu'on regarde notre propre comportement ou réaction préjudiciable, il y a toujours une logique qui se cache derrière le fait de tomber ou de retomber dans un des 9 pièges précédemment mentionnés. Et c'est ça, la bouleversante réalité que j'appelle roulement de tambour, consciemment stupide, mais inconsciemment brillant. Lorsqu'on se sent prisonnier d'un des 9 pièges, c'est parce qu'on est inconscient de l'association qu'on maintient entre le déclencheur, donc ce qui nous plonge dans cette situation, et la signification qu'on lui attribue. Pourquoi est-ce que cette affaire de laquelle je ne devrais pas m'offusquer me met hors de moi? Dans un état de doute, de peur, de frustration, d'indifférence, de convoitise, d'attachement, de remords. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Oui, c'est ça. Je comprends pas l'association qu'il y a entre le déclencheur et ce que ça me fait vivre. Exemple, si j'associe une certaine personne à un meurtrier, ce qui serait désagréable, mais que j'en suis inconscient, je ne pourrais pas m'extraire de ma réaction de peur en sa présence. Même si je me bats contre ma réaction, la logique d'association qui est inscrite dans mon inconscient va me conduire à une réaction bienveillante. Ici, en l'occurrence, la peur. C'est bon que j'aille peur pour que je me protège, etc. Même si c'est faux, même si la personne, elle n'a rien d'un meurtrier. Même si c'est faux, même si c'est très nuisible, même si ça détruit ma qualité de vie, c'est la réaction que je vais avoir si l'association est effective et présente. Alors, dans pareil cas, si je ne conscientise pas mon association profonde, je vais être incapable de reconnaître donc cette association qui déclenche ma réaction, incapable de la libérer, incapable de choisir autrement, incapable d'agir ou réagir d'une autre manière, incapable de ressentir autre chose, je me trouve dans un ou plusieurs des 9 pièges et je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je jongle avec les informations que j'ai dans mon conscient, mais je n'arrive pas à solutionner le tout puisque je revis toujours ce que je vis, ce qui est la preuve que je ne l'ai pas solutionné. Donc, en résumé, si je suis aux prises avec un des 9 pièges, la solution ne réside pas dans ce que je sais, mais dans ce que je ne sais pas encore. La solution est dans mon inconscient. Et la logique du conscient n'est très généralement pas en contact avec la logique qui est présente dans l'inconscient. Ce que je t'offre dans la présente vidéo, c'est une vision fraîche de ce qui se trouve derrière chacun des 9 pièges. Cela sera une stimulation et un chemin d'intériorisation pour que tu puisses transformer ta vision de ce que tu vis. Mais nous n'entrerons pas ici spécialement dans les outils spécifiques que j'ai développés pour conscientiser l'inconscient, le libérer, choisir une nouvelle réalité et la mettre en mouvement maintenant. Le temps nous manquerait pour ça. Bien que je vais te donner des pistes d'approfondissement à partir de chacun des 9 pièges, ça va être à toi de cheminer en toi-même pour aller découvrir les détails précis de ce qui correspond à ton expérience propre. Comme il y a des spécificités propres à ton expérience personnelle, je ne peux évidemment pas entrer dans ce genre de détails. Alors tournons maintenant notre attention vers le doute. Le doute nous pointe un besoin qu'on ne satisfait pas. Un besoin généralement de la famille de la sécurité, bien que pas toujours, mais généralement. Je doute parce que j'ai besoin de sécurité, donc de faire le bon choix, d'avoir les bons bénéfices, d'avoir tout bien tout de suite, etc. Il y a plein de raisons dans la famille de la sécurité. Donc le doute nous parle d'une association de type danger. C'est évident. Si je n'anticipais pas consciemment ou inconsciemment le moindre danger par rapport à mes perceptions, par rapport à une décision, par rapport à un choix, pourquoi aurais-je du doute? Je ferais juste n'importe quoi. Mais simultanément, le fait de demeurer lié au doute, et ça c'est une subtilité, si je demeure lié au doute, c'est synonyme de demeurer lié à la réalité perçue du danger. Et ça,
ça parle d'un souhait inconscient de vivre du danger. Pourquoi? Si je demeure lié au doute, je demeure lié au danger. Si je demeure lié au danger, je souhaite de manière inconsciente du danger. Oh oui! Vivre une forme ou une autre de danger, c'est important. Il y a cette stimulation des sens, cette mobilisation des ressources et cette diversité, cette excitation qu'on retrouve dans le danger. C'est stimulant. Personnellement, j'utilise beaucoup le danger. De la manière la plus sécuritaire possible, certes, pas d'une manière écervelée, mais le danger, c'est important d'en avoir. Important. Faire la paix avec le danger nous permet de vivre un peu plus de danger, tout en conservant un bon niveau de vigilance pour ne pas se causer du tort. Le doute nous parle aussi de notre souhait de faire les choses bien, de préserver une bonne image de soi, de se protéger des préjudices relatifs aux erreurs. Et tout ça, c'est sain. C'est sain. Dans ce sens, on retrouve rapidement le bien fondé du doute, et on peut d'autant plus faire la paix avec lui et se mobiliser pour réaliser ce qu'on veut vraiment atteindre de l'autre côté du doute. Il y a une raison d'être pour le doute. Il y a un besoin qui se cache derrière ça. Est-ce que j'ai un besoin donc d'excitation, de changement qui a rapport à la famille du danger, ou est-ce que j'ai besoin vraiment donc de sécurité, de faire bien les choses? L'un et l'autre sont des besoins à combler. Alors, une fois, je me souviens donc d'un auteur à succès qui a écrit plusieurs livres, qui est bien reconnu, qui me consultait de manière privée pour optimiser sa vie. Et puis, j'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Évidemment, donc, à chacun des 9 pièges, je vais partager une histoire. Il n'y a aucune garantie de résultat qui est offerte pour chacun des exemples. Ça ne veut pas dire que si tu es dans une situation équivalente ou bien différente, tu pourrais avoir les bénéfices que ces personnes-là ont eus. Je parlais avec cette personne à succès, et puis elle me disait, j'ai vraiment un problème qui ne se règle pas, qui revient toujours dans ma vie, que je n'arrive pas à solutionner. Ça me cause vraiment des désagréments. Je doute toujours de tout. Toute ma vie, j'ai douté de tout. Je suis plongé dans ce doute. Oui, non, non, oui, oui, non, non, oui. Peut-être, pas sûr. Oui, je suis sûr, non. Ah! Et je lui ai dit, écoute, regarde où le doute t'a amené dans ta vie. Regarde à quel point le doute a été une stimulation. Regarde à quel point ça a été un moteur vers le perfectionnement dans ta vie. Regarde à quel point le doute est une bonne chose. Regarde les œuvres que tu as créées avec le doute. Parce que tu avais du doute, tu as vérifié, parce que tu avais du doute, tu voulais aller plus loin, parce que tu avais du doute, tu voulais voir qu'est-ce que les autres allaient pouvoir dire de toi ou penser de toi. Tu as tellement approfondi parce que tu doutais. La personne me dit, ah, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit quelque chose comme ça, j'en reviens pas. Et juste le fait de conscientiser ça, on fait la paix avec le doute. On se dit, waouh, mon doute, c'est le gardien de mon perfectionnement. Et plus je fais la paix avec le doute, plus donc je me centre sur le besoin qui est de l'autre côté du doute et je me mobilise pour combler mon besoin. Donc cette personne-là a réussi à faire la paix avec le doute. Ce qui fait qu'on se sent d'autant mieux avec le doute. D'accord? Tournons maintenant notre attention vers la peur. Si je ressens de la peur ou si je suis un adepte régulier de la peur, c'est parce que je me trouve alors en présence de quelque chose que j'associe, consciemment ou inconsciemment, à une menace pour mon intégrité psychologique, mentale ou physique. Évidemment. Ma peur, consciemment ou inconsciemment, elle est projetée sur quelque chose d'extérieur à moi. J'ai peur de ceci. Mais le besoin qui me semble menacé par cet extérieur est entièrement intérieur à ma personne. Même si je me dis j'ai peur de moi, oui, c'est une facette de moi que je considère extérieure à mon être profond. Okay? Il y a toujours un aspect extérieur qui est lié à la peur. Mais cela me conduit uniquement vers l'intérieur, vers les profondeurs de moi-même. Alors si j'avais déjà dans le passé adopté une stratégie effective pour protéger ce besoin interne et que j'avais conclu que c'était réellement effectif, la peur ne se déclencherait plus. Mais dans la majorité des cas de peur récurrents, le fait est qu'on ne sait pas quelle est notre association réelle et qu'est-ce qui nous semble être à redouter
en tant que menace à notre intégrité, dans ce qui éveille en nous de la peur. Là où nous conduit notre conscient, nos réflexions, la solution n'y réside apparemment pas parce que la peur demeure. Ça veut donc dire que c'est non solutionné. Il y a à partir du déclencheur de la peur, qui semble souvent illogique du point de vue du conscient. Tu sais, si j'ai peur, exemple, des automobiles, mais que je me souviens pas avoir eu quoi que ce soit de vraiment traumatisant avec les automobiles, ça peut me sembler vraiment illogique du point de vue du conscient. Mais il y a toujours un certain chemin à parcourir pour conscientiser la réelle peur fondamentale qui s'y trouve cachée. Et si je parcours bien ce chemin-là, je trouve l'association. Et lorsqu'enfin je trouve l'association, ça fait du sens. Alors rétroactivement, je peux voir la logique qu'il y avait là-dedans. Avant d'avoir trouvé la réelle association, non, je ne trouve pas la logique. Alors, par rapport à ma peur consciente d'origine, je peux me poser la question, et c'est ce qui va me permettre donc d'approfondir la peur. Qu'est-ce que cela me ferait vivre si cette anticipation négative se produisait? Je vais te le dire vite, je n'inclus pas dans la présente vidéo la période d'intériorisation pour ce faire, mais tu vas avoir donc l'outil, d'accord? Et je vais obtenir une réponse. Peu importe qu'est-ce qu'elle est, faut laisser venir n'importe quoi, même si c'est stupide, il y a une guidance qui est là, qu'on ne reconnaît pas encore et qu'on appelle chose stupide. Mais c'est pas stupide, faut juste laisser venir la réponse. Et je me pose cette question sur cette nouvelle réponse. OK, j'obtiens une réponse et je me pose la question par rapport à cette réponse, intelligente ou stupide. Qu'est-ce que ça me ferait vivre si cette anticipation négative se produisait? Je vivrais telle chose. OK. Qu'est-ce que ça me ferait vivre si cette anticipation négative se produisait? Et ainsi de suite. Alors, à un certain moment, je vais arriver à quelque chose de profond, de très profond, que je sais qui est très profond ou que, franchement, je n'arrive pas à approfondir plus que ça. C'est ce que j'appelle l'extrême neuroassociation. Lorsque je comprends que c'est cette extrême neuroassociation qui est en fait associée à mon point de déclencheur, mon point de départ, exemple l'automobile, comme je te disais un peu plus tôt. Alors je comprends pourquoi, lorsque j'en étais inconscient, mes réactions semblaient complètement déraisonnables parfois. C'est pas vraiment de l'automobile que j'avais peur. C'est de l'extrême neuroassociation que j'attribuais à l'automobile. C'est elle qui éveillait la réaction en moi. Et oui! Exemple, je faisais de la consultation avec une femme qui avait peur du jugement des gens sur elle à un moment donné. D'accord? Peur que les gens la jugent, peur que les gens la condamnent, peur que les gens la critiquent. Et elle me disait, ça en est maladif. J'ai toujours peur de ça. OK. Je sais pas comment libérer ça. Je sais pas comment conscientiser mon inconscient. Je suis bloqué avec ça. Ça a duré toute ma vie. Ça dure encore. J'arrive à rien. J'ai peur des gens. Il va toujours y avoir des gens autour de moi. Comment est-ce que je fais pour changer ça? OK. J'ai fait avec elle exactement qu'est-ce qu'on vient de faire ensemble. D'accord. Si les gens se comportaient vraiment mal avec toi, qu'est-ce qui se produirait? Qu'est-ce que ça te ferait vivre? OK, une réponse. Bon, franchement, es-tu sûr que tu as vraiment, vraiment, vraiment peur de ce que tu viens de me dire? Peut-être pas, hein? Alors, si ça se produisait, qu'est-ce que ça te ferait vivre? Qu'est-ce qui se produirait? Bam, 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 bam. On arrive toujours à des niveaux plus profonds. Alors, on est parti d'un point de départ, on a creusé, on est arrivé donc dans des vieilles mémoires. Et il s'agissait donc ici en l'occurrence, d'une personne qui était euh, ouverte au fait de contacter des mémoires pour lesquelles elle ne trouvait pas de vécu similaire dans sa présente existence. Et puis donc, on va plus loin encore, et finalement, elle se retrouve sur le bûcher en train de brûler vive. Ah! Des gens la condamnent et la mettent à mort sur un bûcher, la font brûler vive. Alright! C'est ça que font les gens. C'est là où conduit le jugement pour elle dans son association. Lorsqu'elle a une petite friction avec une personne, elle n'a pas peur de la petite friction avec la personne, elle a peur d'être mise à mort et d'en souffrir. Une fois qu'elle a compris ça, ah! Les fois subséquentes où il y a une peur qui s'éveillait en elle, elle va se dire, ah, ok, vais-je être mise à mort sur le bûcher maintenant? Non!
Ceci a-t-il vraiment rapport à la situation présente? Non! Pourrais-je choisir autre chose maintenant? Oui! Et c'est le début d'une nouvelle vie. Et voilà. La frustration. Tournons donc notre attention vers elle. Il y a deux catégories principales, donc de raisons qui conduisent à appeler la frustration dans notre vie. On pense qu'elle arrive. Non, non, non. On l'utilise, la frustration. On l'appelle. C'est une stratégie. La première catégorie, c'est la performance. 2, c'est la perfection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, bien qu'elle ne conduise pas à notre idéal, cette frustration, la stratégie de la frustration est souvent utilisée comme un moteur d'évolution, à défaut d'une meilleure stratégie. Donc, la performance. Si je me sens un peu impuissant, mais tout de même pas complètement impuissant, ou si j'ai encore un peu de peur d'échouer, je peux appeler la frustration pour utiliser son énergie de colère afin d'obtenir ce que je veux. Frustration, colère, c'est des petites sœurs, ça. Hein? Ils se connaissent très bien l'une l'autre. 2, le perfectionnisme. Si j'ai des remords et que j'ai le souhait de me détourner de mes anciennes habitudes nuisibles, ou bien que je souhaite me souvenir, ancrer en moi une erreur que j'ai faite pour ne pas la reproduire, c'est possible que j'appelle en moi la frustration, pour l'utiliser comme une force de réaction. Je me frustre, je me mets en colère et ainsi, je réagis par rapport à ce à quoi je veux prendre de la distance. Okay? Parce que je veux vite parvenir à ce qui me semble idéal. Okay? Mais la frustration ne me donne jamais vraiment ce que je veux profondément. Car ce que je veux, c'est être conscient de moi-même, être en paix et jouir d'un environnement psychologique, matériel et financier très agréable. N'est-ce pas? Mais la frustration, en elle-même, elle est corrosive. Donc, elle est à l'opposé de la paix. Elle est à l'opposé du bonheur. On ne peut pas être frustré et heureux en même temps. Après tout, n'est-ce pas la qualité du moyen qui donne la qualité du gain? Pensons-y. Autrement dit, dans mon expérience, on n'obtient pas plus de qualité au final que le type d'énergie qu'on met en mouvement pour y parvenir. Dans ce sens-là, la frustration n'est pas vraiment ce qu'on veut, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça, c'est pas ce genre d'énergie-là qu'on veut amener dans notre idéal. Non! Donc, pour sortir de la frustration, c'est donc important que je conscientise ce que je veux vraiment. Et aussi les doutes qui sont encore en moi par rapport à ma capacité à ressentir, à accomplir et à acquérir ce qui m'est vraiment important. D'accord? Lorsque je suis dans la frustration, je deviens aveugle par rapport à ce que je veux vraiment. Et je m'illusionne sur mes propres doutes et mes propres peurs. La franchise par rapport à moi-même, c'est mon meilleur antidote contre la frustration. Il est aussi à noter que ce que je veux vraiment est généralement caché dans mon inconscient. Ça va de soi, on en a parlé plusieurs fois. Exemple, je me souviens. Donc, d'une femme qui était terriblement frustrée de ne rencontrer que des hommes moches qui veulent profiter d'elle. Je reviens toujours à la case départ, toujours dans les mêmes répétitions. OK. Je tire toujours le même genre d'homme. OK. Donc, je lui dis, t'as une frustration récurrente. Oui. OK, d'accord. À chaque fois que tu appelles quelque chose de récurrent dans ta vie, t'as donc un souhait inconscient qui est récurrent aussi, qui vient avec. On creuse, on approfondit, on se rend compte que, d'un sens, cette femme trouve que sa vie est vraiment ennuyante. Et que d'un sens, ça lui plaisait pas de le conscientiser comme tel tout de suite, mais il fallait bien avouer que, c'est elle-même qui le disait, qu'elle était excitée par les mauvais hommes, hein, parce que sa vie manquait de piquant. Donc, un homme moche au sens de pas nul, mais qui ne la traitait pas bien. Bien, un homme qui traite pas bien une femme, oui, certes, il y a mille et un préjudices qui sont liés à ça et j'encouragerais jamais pareille association. Mais cette femme, elle y trouvait du piquant parce qu'elle trouvait que sa vie était moche, sa vie était banale, trop régulière, routinière, etc. Et
ces hommes-là lui apportaient de la diversité dans sa vie. Alors, OK, une fois qu'on a compris le besoin qui est toujours là et qui est comblé de manière insatisfaisante, bien, on a établi un plan pour lui appliquer donc de la diversité dans sa vie, qu'elle clarifie ses souhaits. Et à l'intérieur de, je me souviens plus par contre exactement quel délai, c'était pas particulièrement long, elle a pu débuter une relation avec un homme vraiment bon avec elle. Mais comme elle avait déjà choisi de mettre du piquant dans sa vie, de choisir donc de la diversité, de l'excitation dans sa vie, du plaisir dans sa vie, des changements dans sa vie, des défis, des nouveautés, elle a pu amener ça dans sa nouvelle relation et a pu faire en sorte que l'homme de sa nouvelle relation lui en offre aussi. Alors, plus besoin de se frustrer parce qu'on attire des mauvaises personnes. La dispersion. Selon mon expérience, il y a principalement deux raisons pour lesquelles on a tendance à être distrait et à ne pas être orienté puissamment dans une direction, mais qu'on se divise en plein de petites directions. C'est la dispersion. Ce qui nous amène à la distraction, évidemment. Si je suis dispersé et que au moment même où je fais quelque chose, je pense à quelque chose d'autre, je vais faire des gaffes de par la distraction, quoi. Alors, premier point, c'est le manque d'intérêt pour notre objectif. Donc, au lieu de m'avouer que j'en ai rien à cirer de cette affaire-là, hein, que je m'ennuie à mourir, je vais utiliser la dispersion pour obtenir les diverses excitations relatives à la nouveauté ou à la diversité. Faut quand même pas que je meure d'ennui. Donc, je vais vivre plein de dispersion. Je vais aller chercher de l'excitation à gauche, à droite, en haut, en bas, au milieu, plus loin, en avant, en arrière. La dispersion. Parce que je m'ennuie à mourir. C'est ici la franchise face à moi-même et aussi le courage de prendre la direction de mon cœur qui devient l'antidote. Faut que je me l'avoue que j'en ai vraiment rien à cirer, que je m'ennuie à mourir et puis que ce que je veux, c'est vivre une vie excitante, passionnante, agréable, diversifiée, mouvementée, changeante, en évolution, en élévation. C'est ça que je veux. Faut que je me mobilise pour et que je m'aligne vers ça. Deuxième point, c'est le souhait inconscient d'échouer ou de demeurer éloigné par rapport à l'objectif qu'on se dit qu'on veut atteindre consciemment. Mais étrangement, je fais 68 affaires en même temps, puis le projet que je me dis que je veux atteindre, je l'atteins jamais. Oui, c'est ça. Lorsque ça se produit, c'est toujours parce qu'on associe inconsciemment quelque chose de négatif à ce qu'on pense être consciemment bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout mon intérieur dit non, mais tout mon conscient dit oui. Ça fonctionne pas ça. Ici, ce dont j'ai besoin, c'est d'entrer dans mon inconscient pour y découvrir ce que j'associe comme étant un problème en rapport avec ce que je me dis consciemment vouloir pour mon bien. C'est possible qu'il y ait réellement un problème et que ce ne soit pas bon que je doive aller de l'avant dans cette direction-là. C'est très possible. C'est par contre possible que ce ne soit pas un vrai problème, que ce soit simplement une neuroassociation impertinente qui m'empêche d'aller de l'avant. Faut voir. Donc, si je ne découvre pas cette association, il y aura toujours des puissantes forces à l'intérieur de moi qui travailleront à aller voir ailleurs, alors que je devrais concentrer mes énergies dans une direction précise. Exemple, moi-même, j'ai été donc l'incarnation de la dispersion durant des années, parce que j'en avais rien intérieurement. Je faisais certes mon travail avant avec très grande application, ce qui me donnait une très grande performance, une reconnaissance internationale, des médailles d'or, ici et ça, bla 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 bla, mais intérieurement, j'en avais rien à faire. Je m'ennuyais à mourir. Et pour ne pas succomber à cet ennui profond du fait de vivre une vie qui ne correspond pas à ce que je sais intérieurement en dedans de moi que je dois vivre, j'ai vécu une dispersion extraordinaire. Certes, cette dispersion m'a offert plein de possibilités. Hein, ou virtuellement, matériellement, je peux faire quasiment n'importe quoi. Hein. J'ai des aptitudes dans, on peut pas dire toutes choses, mais énormément de choses par rapport à la moyenne des gens. Parce que ça a été ma manière de me donner de la satisfaction pour compenser toute mon insatisfaction de ne pas vivre ce que je me dis que je devrais vivre.
jusqu'au point où j'ai simplement pris toute ma vie jusqu'alors et je l'ai, boum, quitté. J'ai monté sur le pont, j'ai traversé la rivière, j'ai brûlé le pont. Voilà! Maintenant, il reste plus qu'à trouver la manière de vivre, de faire rentrer de l'argent pour payer mon grand domaine, ma gigantesque maison, faire vivre ma femme et mes 5 enfants. Voilà, c'est pas plus problématique que ça. Et je me suis botté le CUL et puis j'ai décidé de faire simplement ce que ça me disait que je devais faire. Et devine quoi? J'ai plus besoin de vivre la dispersion comme avant. J'ai simplement maintenant besoin d'amener dans ma nouvelle vie ce que m'apportait la dispersion. Donc, la variété, la nouveauté. Et comment je fais ça? Je me suis dit, je vais constamment être en mouvement dans les approches que je développe. Je vais toujours les amener plus loin. Je vais toujours les raffiner. Je vais toujours l'offrir d'une manière plus précise. Je vais toujours offrir un complément. Si et ça, je vais toujours être en mouvement. Parce que c'est ça dont j'ai besoin. Et c'est cette excitation de grandir que j'allais chercher dans la dispersion, mais qui ne me menait à rien. Alors, c'était cette, cette histoire par rapport à moi-même qui me semblait pouvoir quand même assez bien refléter euh, comment est-ce qu'on peut transformer le problème de dispersion en une force, parce qu'on utilise la dispersion pour combler un besoin. Il y a plein de variantes différentes de mon histoire. Mais une fois qu'on a compris le besoin, qu'on comble avec la dispersion, c'est important de prendre ce besoin-là, d'avoir une stratégie pour le combler et d'inclure la satisfaction de ce besoin dans notre direction de vie. Très important. Sinon, on va faire étrangement ce qu'on dit lorsqu'on dit je m'auto-sabote. C'est ça. L'indifférence. Il y a 3 catégories dans lesquelles on trouve généralement la racine de l'indifférence. Première catégorie, l'impression d'impossibilité. Donc, il s'agit ici de l'impression d'être incapable de voir clair, de réussir ou de gérer ce vers quoi on pourrait tourner notre attention et sainement se soucier. Donc, si on ne pense pas être capable, faut mieux s'en rendre indifférent, n'est-ce pas? C'est ça que le mental se dit. Ouh, si je suis pour aller au-devant d'un échec, je suis autant bien de ne pas m'en soucier. Deuxième, alors, l'indifférence, comme dit dans la première vidéo, elle est bonne pour plein de choses. On ne peut pas se soucier de tout, on ne doit pas se soucier de tout, ce n'est pas sain de se soucier de tout et c'est bon d'avoir une maîtrise sur là où va notre attention. Très important. Mais le préjudice provient du fait de se placer artificiellement dans l'état d'indifférence alors qu'on est face à quelque chose qui requiert en fait notre attention et nos soins attentifs. Cela, on le fait souvent lorsqu'on croit ne pas pouvoir supporter la réalité qu'on percevrait alors. C'est la peur inconsciente qui s'y trouve. Deuxième catégorie, l'impression de devoir manipuler en retirant l'attention qu'on donne à l'autre pour obtenir ce qui est important pour soi. Et c'est malheureusement une stratégie qui est beaucoup utilisée dans les couples dysfonctionnels. C'est très malheureux, mais c'est le cas. L'un bout de l'autre, puis bon, ça peut être transformé une fois qu'on l'a conscientisé. Ça découle de l'impression que sans manipulation, on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Soit parce qu'on n'est pas assez ou que l'autre n'est pas assez. On n'est pas assez beau, assez attirant, assez clair, assez va savoir quoi. L'autre n'est pas assez tourné vers nous, intéressé à nous, n'est pas assez spontané. 1000 raisons. Mais c'est pas assez. Pourtant, lorsqu'on fait ça, on détruit la relation, qui est pourtant tellement importante à nos yeux. La relation n'est-elle pas simplement la qualité de l'attention présente entre plusieurs parties? Eh oui, une relation, ça sous-entend qu'il y a de l'attention, quoi. S'il n'y a aucune attention entre deux personnes, il n'y a pas de relation entre ces personnes. Alors, si on retire l'attention d'une relation, ben, on détruit la relation en elle-même. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut? Faut se poser la question. Alors là, c'est une autre affaire. La troisième catégorie, c'est le besoin de se sécuriser. On retire l'attention qu'on portait à l'autre, donc on le boude, pour tester la valeur qu'on a à ses yeux.
Va-t-il vraiment vouloir venir me rejoindre dans mon indifférence? Suis-je suffisamment important ou importante à ses yeux? Si cette personne ne réussit pas à nous gagner, on conclut qu'elle ne nous aimait pas vraiment, qu'il vaut mieux ne plus lui donner d'attention, elle ne le méritait pas. Cette attitude découle du fait qu'on croit que c'est l'autre qui peut et ou doit nous combler. Si on inverse la perception et parvient à la reconnaissance qu'on est vraiment heureux que lorsqu'on comble l'autre dans le sens de son élévation, ce jeu de manipulation prend fin et on devient très heureux. Et on devient très heureux. Peut-être que c'est une phrase qui semble étrange à certaines personnes. On devient très heureux lorsqu'on réalise qu'on l'est lorsqu'on comble l'autre dans le sens de son élévation. Et oui, qu'est-ce que je veux vivre? Autrement dit, qu'est-ce que je voudrais que l'autre me fasse vivre? Je voudrais qu'il me fasse ressentir l'amour en moi. OK? Tu voudrais que l'autre te fasse vivre de l'amour en dedans de toi. D'accord? Super. Donne-lui de l'amour. Donne-lui de l'amour. Pour que tu te donnes de l'amour, tu dois laisser vivre l'amour en dedans de toi. Et voilà! Tu viens d'obtenir ce que tu pensais que l'autre devait te donner. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Par exemple. Alors, exemple. Il y avait un homme qui était très indifférent aux aspects spirituels de l'existence qui m'avait demandé de l'aide plusieurs années de ça. Et puis, finalement, chose que, bon, donc, j'essaie de faire moins souvent qu'avant, question de pouvoir servir plus de gens simultanément. Je lui dis, écoute, je vais simplement te donner un traitement énergétique, alors t'as qu'à t'allonger ici, puis je vais... euh, c'est ça, lui, il avait un problème dans le cou. C'était tout bloqué dans son cou. Alors, je lui dis, écoute, allonge-toi là, on va simplement voir à ça. Et puis, il s'allonge quelques petits instants, et puis, on était chez lui. Alors, la porte sonne, il se doit de se lever et d'aller répondre. La discussion dure 20 minutes au moins. Il redescend en bas, je lui dis, d'accord, c'est bien. Donc, pour l'instant, ton coup, c'est réglé. As-tu autre chose? Il me dit, quoi? Oui, j'ai terminé le traitement avec ton coup. Ouais, mais il me dit, là, j'ai été là juste quelques instants sur la table. Oui, mais j'ai dit, j'ai terminé le traitement durant que tu étais à la porte en haut, regarde ton coup. Il me dit, dors. C'est vrai, comment t'as fait ça? Il y a plus aucun problème dans mon cou. Tu sais? Donc, pour tous ceux qui sont très ouverts au niveau donc des approches énergétiques, c'est rien de nouveau. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est comme euh, quotidien, quoi. Tu sais? Mais pour lui, c'était vraiment époustouflant que je lui ai fait un traitement énergétique à distance, voire même précisément certaines manipulations énergétiques à distance. Alors, on a discuté ensemble sur qu'est-ce qui venait d'être fait comme ça. Et il m'a dit, mais j'ai tellement peur de ces affaires énergétiques-là. Alors, OK. Il me disait qu'il avait jamais voulu s'occuper de ça avant ces aspects-là. C'est comme, wow, on touchera pas à tout ce qui est spirituel, énergétique, va savoir quoi. On creuse un petit peu ça. On se rend compte que derrière cette indifférence-là, il y a beaucoup de peur, en fait. Mais peur de quoi? On approfondit un petit peu le tout. Et on se rend compte qu'il associe euh, tous les aspects subtils de la réalité au cas de possession et aux démons. Like, wouh! D'accord, il y a de quoi, peut-être, surtout si on comprend pas trop tout ça, il y a de quoi, avec l'imagination qu'on en a, avoir peur et vouloir être indifférent. Alors, je lui ai montré simplement certaines euh, approches énergétiques, fonctionnement énergétique à distance, manière de percevoir diverses choses, et puis il a commencé à se dire, ah, ce truc-là m'intéresse, ce truc-là est pas aussi dangereux que je pensais, et voilà, on est passé d'une indifférence à une fascination. Mais oui! Parce qu'on a pu déceler qu'est-ce qu'il y avait dans l'inconscient qui générait cette indifférence. Une belle expérience, une belle expérience. La convoitise maintenant. La convoitise provient d'un souhait d'obtenir quelque chose, donc de sain ou de malsain, alors qu'on a la croyance simultanée que la voie juste ne nous permettra pas de l'obtenir comme on le souhaiterait. Je le relis. La convoitise provient d'un souhait d'obtenir quelque chose, sain ou non, alors qu'on a la croyance simultanée que la voie juste ne nous permettra pas de l'obtenir comme on le souhaiterait.
À partir du moment où on se permet de conscientiser le doute inconscient qui y réside, donc un doute en soi, en ses propres capacités, en l'autre avec qui on est en relation, ou notre doute en la vie qui ne nous permettra pas d'atteindre, de ressentir, de vivre, de matérialiser, etc. Lorsqu'on conscientise le doute qui est là, et aussi la peur de ne pas atteindre notre souhait, la convoitise perd de sa force. Parce que c'est le doute et la peur qui alimentent la convoitise. Si en plus on a assez de courage pour procéder à des libérations sur l'objet de notre convoitise, on va pouvoir conscientiser si le souhait d'obtenir cette chose est quelque chose de propre à soi ou non. Est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que c'est vraiment un souhait qui réside au plus profond de moi ou c'est simplement un souhait de mon mental? Donc, déjà, si on peut le clarifier. Si c'est un souhait qui m'appartient vraiment, est-ce qu'il n'y a pas certaines perturbations que j'y aurais artificiellement associées de sorte que c'est pas exactement ça que je souhaite? Je vais être capable aussi de le reconnaître dans les libérations. Ou bien donc, je vais être capable de reconnaître si c'est vraiment un truc qui ne m'appartient pas. Ça se fait auto-activement par le fait de procéder à des libérations. Dans tous les cas, il va y avoir un calme intérieur. Il va y avoir une confiance qui va s'installer face à la chose souhaitée. Confiance du fait d'avoir reconnu est-ce que ça m'appartient ou de l'avoir clarifié ou d'avoir reconnu que ça ne m'appartient pas, par exemple. Au fur et à mesure qu'on libère l'impression de séparation et d'impossibilité entourant cette réalisation, il y a une certitude qui monte en soi. Celle-ci va remplacer la convoitise. Exemple. Et ici, je ne prends pas un exemple particulier, je vais prendre un exemple général. Lorsqu'on convoite le succès des autres, il y a quelque chose avec ça. Quelque chose de très particulier qui fait en sorte que c'est exactement, simultanément, le fait de choisir de s'en tenir loin. J'explique. Beaucoup de gens veulent avoir du succès, mais simultanément mettent de la brouille, euh, mettent des mauvaises vibrations, donc des mauvaises intentions par rapport à leur propre succès. Ils se disent, oh, je voudrais être comme telle personne, ou avoir atteint le niveau de telle personne, être maintenant riche comme telle personne, avoir fait telle chose comme telle personne, être reconnu comme un tel ou une telle. Et simultanément, ils n'apprécient pas euh, soit ces gens-là, ou ils les critiquent, ils les jugent, ils les détruisent simultanément. Et ça, c'est toujours mauvais signe. Les gens qu'ils associent au succès sont trop, pas assez. Ils ont l'impression que eux auraient du succès, mais que le succès des autres n'est pas vraiment un succès. Et la clé de tout ça, c'est que si on veut sortir de la convoitise du succès, il y a une manière de procéder qui est comme l'autoroute du succès, autrement dit la voie juste, en tout cas dans mon expérience, c'est le fait de aimer et d'encourager le succès des autres. Le fait d'aimer et d'encourager le succès des autres. Lorsque j'aime et j'encourage le succès des autres, je ne suis plus dans la convoitise du succès des autres. Je ne veux pas prendre leur place. Je n'ai aucun moyen fourbe à utiliser pour y parvenir, puisque je m'unis déjà au succès. Je dis waouh quand quelqu'un a du succès. Waouh quand quelqu'un a réussi à atteindre ce que moi je veux atteindre. Waouh quand une personne atteint le niveau que je veux atteindre. Et ça me sort de la convoitise. La convoitise de toute chose. Si je convoite quelque chose, simultanément, je me réjouis pas du fait que la personne a cette chose. Mais si j'apprends à me réjouir du fait que les autres ont ce que je veux maintenant, je sors de la convoitise. Et c'est la même chose pour le succès. L'attachement maintenant. Il y a des attachements qui sont sains et il y a des attachements qui sont malsains. Autant dans ce qui est psychologique que dans le secteur matériel. Dans chacun de ces 4 secteurs-là, je peux bien me comporter ou mal me comporter. Ce qui veut dire que, par exemple, au niveau psychologique, dans ce qui est
sain d'avoir des attachements. Je peux bien me comporter, donc le fait de maintenir un attachement sain, ou je peux mal me comporter, le fait de ne pas avoir cet attachement sain. Dans ce qui est psychologiquement malsain d'avoir un attachement, je peux bien me comporter en ayant absence d'attachement, ou je peux mal me comporter en ayant un. Et c'est la même chose au niveau matériel. Il y a des attachements qui sont sains, donc si je me comporte bien, je les ai, et je les ai de la bonne manière. Si je me comporte mal, si on veut le dire comme ça, c'est que je les ai pas, ces attachements-là, okay? Ou je les ai pas convenablement. Il y a les attachements matériels qui sont évidemment malsains aussi. Donc, si j'ai un attachement matériel malsain, je me comporte pas bien dans ce secteur-là. Et si donc j'ai évité pareil écueil, et voilà, c'est un secteur dans lequel je me comporte bien. Alors, de manière globale, l'attachement devient malsain lorsqu'on veut conserver, inchanger quelque chose de sain qui devrait croître, ou bien lorsqu'on s'attache à quelque chose de malsain qui nous empêche de croître. C'est une phrase qu'on pourrait coller sur un mur, ça, n'est-ce pas? De manière globale, l'attachement devient malsain lorsqu'on veut conserver, inchanger quelque chose de sain qui devrait croître, ou bien lorsqu'on s'attache à quelque chose de malsain qui nous empêche de croître. Au niveau psychologique, l'attachement devient malsain lorsqu'on s'attache artificiellement à quelque chose du passé qui nous cause préjudice, spécialement lorsqu'on en a tiré la leçon qu'on devait en tirer, ou qu'on essaie simplement de revivre au présent ce qui appartient au passé. Matériellement, l'attachement malsain fait en sorte que nous tournons nos pensées exclusivement vers les possessions, les gens, l'argent ou le pouvoir, etc. Donc, au détriment du développement de nos dons intérieurs. Ou bien, l'attachement malsain, toujours au niveau matériel, fait en sorte que nous ne nous soucions pas sainement de ce qui requiert notre attention et agit pour nous comme un support et un point d'appui pour notre développement intérieur dans la matière. Donc, je m'attache à d'autres choses matérielles qui ne sont pas importantes et je ne m'attache pas à ce qui est vraiment important pour moi. Mon corps, la qualité de mon lieu de vie, mille et une choses, okay? Ce que je possède, hein, etc. Donc les biens, les gens aussi hein, qui sont inclus dans la matière, lieu de vie, argent, etc. Parce que j'ai des attachements malsains, mon attention n'est pas tournée vers les attachements sains. L'attachement vient avec le doute que l'avenir porte en lui des choses meilleures que ne l'a été le passé. Je devrais dire ici l'attachement malsain. Donc l'attachement malsain vient avec le doute que l'avenir porte en lui des choses meilleures que ne l'a été le passé. Donc, faut que je m'attache à ça. Parce que c'est peut-être tout ce que j'aurai. Hein? Même si c'est pas très bien, même si c'est pas très satisfaisant, c'est mieux que rien, n'est-ce pas? L'attachement porte en lui la croyance que la satisfaction personnelle n'est possible que lorsque nous dominons consciemment ce que nous avons sous notre emprise. Donc, ce à quoi on s'attache. Donc, se mettre activement en mouvement, en se laissant guider par une inspiration plus grande que soi, n'entre pas ici dans le raisonnement malsain de l'attachement. Exemple. Voilà, mes anciennes fonctions versus ce qui m'appelait intérieurement. Donc, j'étais dans cette dynamique d'attachement moi-même dans le passé en me disant, mais comment est-ce que je vais faire pour euh, vivre de ma conscience au final, hein? Dans la matière, pouvoir générer des revenus avec ça, décemment, de la bonne manière, tandis que maintenant je génère de très bons revenus qui sont réguliers, prévisibles, etc. J'ai ma crédibilité, mon prestige déjà établi, mes antécédents. Pourquoi est-ce que je devrais recommencer à zéro et me mettre dans un état donc d'insécurité, pas juste pour moi, pour ma famille aussi, et je me suis longtemps attaché à ça, jusqu'au point où j'ai réalisé, voilà, les doutes que j'avais par rapport au fait que, ben voilà, l'avenir sera peut-être pas aussi bon que le passé l'a été. Ah ah! Une fois qu'on a reconnu ça, devine qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun pour soi, selon sa responsabilité. On peut lâcher les amarres.
on peut lâcher les amarres et prendre son envol. Et étrangement, lorsqu'on fait ça, ça devient extraordinairement meilleur à tous les niveaux. Même au niveau financier, même au niveau matériel. Parce qu'on est dans la voie de nos dons, on est dans la voie de ce qui nous appelle vraiment. On conserve toujours des attachements et c'est sain, mais tout au long de notre vie, on a des possibilités de laisser en arrière des attachements malsains qu'on traînait avec nous. Et le plus on le fait, le plus on a du plaisir. Le plus on vit de la joie le matin à se lever, le plus on arrive au lundi matin et on dit yes, lundi matin, je peux entrer en fonction, par exemple. OK. Alors le remords maintenant. Le remords s'alimente et se maintient avec la croyance que la meilleure manière de ne pas retomber dans la faute passée, ou bien de réagir à cette même faute et d'évoluer, est de se faire souffrir avec cette faute. Même si tout est réparé, ou même si je ne peux pas réparer le passé. Hein, pas entre guillemets, on peut toujours réparer quelque chose, mais il y a des choses qui sont faites sur lesquelles on ne peut pas revenir. Alors, dans tout ça, par rapport au remords, comme on dit, si la montgolfière veut s'envoler, s'élever, elle va devoir lâcher les amarres un jour ou l'autre. Le remords, c'est des amarres, c'est des gros sacs de sable hein, dans la montgolfière. Oh oui. Alors, le remords est aussi une manière de se faire payer une culpabilité qu'on croit, consciemment ou inconsciemment, devoir payer dans l'optique que cela soit juste et en réparation de notre faute. C'est une stratégie pour blanchir notre conscience. C'est pourtant difficile de blanchir quelque chose avec une substance salissante. Il y a aussi la croyance, plus ou moins consciente, que la culpabilité douloureuse, donc le remords, ce qui conduit en fait, ce qui est main dans la main avec la souffrance, nous fasse évoluer ou nous approche de Dieu. Certes, le remords, tout comme la culpabilité, est nécessaire. Il fait partie de la prise de conscience. Prise de conscience qui, si on veut le dire ainsi, nous approche de Dieu. Sans lui, donc sans ce remords, on ne pourrait pas conscientiser notre responsabilité, agir pour réparer nos erreurs et ce, si on veut le mettre entre guillemets, laver de nos péchés, pour utiliser une phrase religieuse. Donc oui, la culpabilité, elle est nécessaire, mais l'espace d'un instant seulement, si elle est conservée dans le temps, c'est parce que inconsciemment, on choisit d'adopter une stratégie pour éviter l'élévation de soi. Une élévation vers laquelle on maintient des peurs et des associations négatives qu'on veut éviter. Le tout dans l'inconscient, évidemment. Lorsque je fais passer l'élévation globale au-dessus de mes peurs, au-dessus de mes désirs personnels, du moment, et que je choisis de prendre personnellement responsabilité pour l'élévation de mon entourage, il n'y a plus de place pour les remords qui perdurent. Ceux-ci font rapidement place à l'action constructive dans la lignée des nouvelles prises de conscience. Exemple, il y avait une mère qui était venue me consulter à un moment donné et elle était remplie à craquer de remords. Les femmes font beaucoup de remords, plus que les hommes. Les hommes en font aussi, mais les femmes en font plus. Parce qu'elle avait giflé son enfant en bas âge. Elle était exténuée, l'enfant ne dormait jamais, faisait des crises, causait problèmes, etc. Et à un moment donné, elle gifle l'enfant. D'accord. Elle a reconnu sa faute. Elle ne veut pas recréer le tout. Elle sait que ce n'était pas respectueux pour l'enfant, que l'enfant n'avait rien fait pour se mériter une gifle comme telle. Mais elle, le temps a passé, le temps a passé, le temps a passé. Les années avaient même passé. Et elle faisait encore du remords pour cet événement. Je lui ai dit, écoute, là. Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Veux-tu qu'il ait une bonne relation avec sa mère ou une mauvaise relation avec sa mère? Elle me dit une bonne relation avec moi. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu mets dans la relation lorsque toi, rempli de remords, tu rentres dans la relation? Est-ce que tu mets vraiment ta joie, ton énergie, ta présence de cœur? Ou est-ce que tu y mets une présence qui est assombrie par le remords?
Elle me dit, c'est sûr, je suis appesanti par le remords. D'accord. Est-ce que tu penses que ça aide ton enfant? Non. Est-ce que tu penses que ça rend la relation avec ton enfant, de son point de vue, à lui, plus agréable? Non. D'accord. Est-ce que tu as compris, là? Oui ou non? Qu'est-ce que tu avais à comprendre par rapport à cet événement? Oui. D'accord. Donc, as-tu une crainte spécifique de retomber dans pareil événement? Oui. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça que tu maintiens le remords, parce que tu as une crainte de, manquer de vigilance ou qu'un déclencheur négatif soit euh, entre en fonction et te fasse retomber dans pareil automatisme. Oui, d'accord. Alors, on va regarder quelle est la, hein? Donc, le remords était utilisé comme une stratégie de protection. D'accord. Y aurait-il d'autres stratégies de protection alternatives qu'on pourrait utiliser outre le remords? Oui, on a mis des protections, donc on a ancré un déclencheur à l'intérieur d'elle qui allait s'éveiller dans sa conscience si elle s'approchait donc d'une limite où elle pourrait se sentir agressive, par exemple. Et à partir de là, donc, on a établi des stratégies alternatives pour ne pas rentrer là-dedans. Y avait-il ensuite, une fois que des bonnes stratégies étaient mises en place, la nécessité de maintenir un remords pour se protéger d'une réaction qu'on pourrait avoir soi-même face à l'enfant? Non! Passons à l'étape suivante, aussi simple que ça. Encore une fois, l'inconscient a été conscientisé, le besoin qui était sous-jacent a été conscientisé, on a trouvé de nouvelles stratégies pour combler le besoin, et voilà. La maladie maintenant. Donc, parfois, il peut être trouvé des solutions extrêmement puissantes et naturelles aux problèmes de santé qui nous affectent. Ça, c'est mon expérience. Je tiens à te la partager. Parce que c'est souvent stupéfiant ce qu'on peut découvrir. Et ce que d'autres aussi ont découvert en termes de solutions de santé naturelles, qui pourtant, rarement ou moins virtuellement jamais, sont offertes comme possibilité aux gens qui consultent des spécialistes officiels de la médecine officielle établie. Alors, conscientisons à la base que cette solution, si elle doit conduire à la santé, elle doit corriger la situation qui se trouve à la base de la problématique. Pas uniquement masquer les symptômes, mais considérer le fait de cesser de souffrir, ce qui est toujours bon d'atteindre le plus vite possible, j'en conviens, comme étant l'état de vitalité et de santé recherché. Si je cesse de souffrir, c'est une bonne chose. Ça peut me donner la possibilité d'avoir les idées plus claires et que je puisse donc trouver les solutions subséquentes qui me permettent de vraiment parvenir à la santé que je recherche. Oui, mais le fait simplement de ne plus souffrir, ce n'est pas la santé et la vitalité que je cherche vraiment. Parce que je peux avoir une santé qui devient toujours moins bonne et toujours trouver de nouvelles manières d'éviter la souffrance. Mais ça mène pas comme tel, particulièrement, dans la majorité des cas, aux plus belles vieillesses qu'on peut imaginer, si on veut le dire comme ça. Alors, dans mon expérience personnelle, évidemment, sans formation médicale officielle aucune, si on est malade, c'est pas parce qu'on a une carence de produits pharmaceutiques dans le corps. C'est autre chose. Toute maladie n'est pas, à proprement parler, une maladie psychosomatique non plus. Je ne veux pas faire de la psychosomaticose, là. Euh, voir du psychosomatique partout, tout et en tout, et uniquement, et tout ça. Non, non. Hein, c'est quelqu'un a travaillé toute sa vie dans des conditions misérables, dans une mine d'amiante, et qui développe des problèmes pulmonaires. Quelqu'un qui aurait travaillé sur les lieux d'un accident nucléaire et qui a des problèmes de santé graves, ça sert à rien de chercher le midi à 14 heures, comme on dit ici au Québec. Hein. La causalité provient donc de ce qui s'est produit dans la matière visible, hein, dans l'environnement matériel. Mais dans mon expérience personnelle, bien des mots ont tout au moins une grande part qui se trouve dans le psychosomatique. Une grande part. Toute émotion négative, peur, tristesse, frustration, remords, convoitise, résistance, jugement, etc., s'accompagne de la sécrétion de composés chimiques très nocifs dans le corps humain et génère des tensions et des crispations. Ces composés chimiques et ces tensions ont évidemment un effet sur la santé à long terme. Même si, par exemple, j'ai une condition physique qui découle
d'une exposition quelconque dans mon environnement matériel. Fort à parier, en tout cas c'est ce que j'ai constaté souvent, que une très bonne partie de ma souffrance, c'est ma manière psychologique, ma neuroassociation inconsciente par rapport à cette situation que je vis qui me l'a fait vivre, cette souffrance. La situation pourrait demeurer à peu près inchangée, mais si je changeais le sens que je donne à ça, ma réaction émotive par rapport à cette situation, je pourrais dans bien des cas parvenir à un niveau de bonheur même. De bonheur même. Ça ne se fait pas en 2,5 secondes nécessairement. Il y a un bon nettoyage à faire là-dedans, il y a de bonnes conscientisations à faire là-dedans. Mais ça se vit. Mais ça s'atteint comme niveau. Oui. J'ai très souvent rencontré le fait que les gens, après une séance de libération ou d'harmonisation, se sentent mieux dans leur corps, en plus d'énergie disponible et moins de douleur. À chacun de tirer sa propre conclusion, idéalement par expérience personnelle. Chacun peut aller de l'avant et expérimenter pour lui-même. Je vais te proposer par contre un exercice qui peut être fait et qui indique la tendance psychologique qu'on a par rapport avec la situation de notre corps. Cet exercice est le suivant. 1. Je me pose la question. À combien sur 10 est-ce que je mesurerais, donc 0 étant nul, 10 étant complet, mon niveau de foi dans le fait que je puisse parvenir d'une manière ou d'une autre à une amélioration de santé impressionnante? Et je note la réponse. 2. À combien sur 10 est-ce que je souhaite parvenir à cette amélioration de santé impressionnante? Et je note. Dans chaque mesure, chaque point qui me sépare de 10 est un souhait inconscient de demeurer séparé d'un gain de santé impressionnant. Aha. Si par exemple, je mesure 4 sur 10 de... Bon, peu importe de quoi. C'est donc 6 sur 10 de souhait, de continuation ou d'empirement de la situation souffrante. Si on arrive à pareil résultat, on peut déjà avoir un nouveau regard sur la situation dans laquelle on se trouve et pourquoi elle perdure. Peut-être pourquoi elle s'empire aussi. C'est pas un outil scientifique, c'est évident, mais ça permet d'obtenir une mesure. Je veux dire, c'est pas un outil scientifique qui permet d'obtenir une mesure objective, c'est subjectif, mais ça donne une idée, ça donne un point de départ. Et évidemment, ici, on a abordé que les aspects conscients avec lesquels on est en contact. Quand on fait notre mesure sur 10, c'est du conscient. Si on prenait en plus les aspects inconscients, on arriverait probablement encore en dessous des précédentes mesures. En tout cas, c'est souvent la tendance que j'ai constatée. Je peux donc d'ores et déjà tourner mon attention vers cette mesure de séparation qui m'éloigne du 10. Tout ce que je vais pouvoir conscientiser et libérer va me rapprocher du fait de croire et de vouloir ma santé. Je peux avoir toutes les solutions du monde près de moi, et ça arrive régulièrement, mais ne pas être disposé ou simplement ne pas être capable de trouver ce dont j'ai besoin pour relever mon niveau de santé. Parce que les principales forces qui sont à l'intérieur de moi émettent leur souhait de ne pas les conscientiser. Et oui, le fait de se souhaiter inconsciemment du mal ou de continuer à avoir des associations inconscientes qui permettent à des situations souffrantes de perdurer peut trouver sa racine dans de multiples possibilités. C'est évidemment à chacun d'entrer à l'intérieur de lui-même et de se placer dans l'état d'accueillir les informations nécessaires à ses prises de conscience et de choisir profondément autre chose ensuite. Et heureusement, c'est possible et c'est simple. Laisse-moi te parler maintenant de l'étape suivante. Donc, pour ceux qui souhaitent vivre une expérience d'élévation globale très puissante, accéder à ce qui se trouve dans leur inconscient et enfin ressentir, commencer à accomplir et commencer à obtenir ce qu'ils souhaitent ardemment en dedans de eux, je vais donner une suite aidante. Il s'agit de quelque chose que je n'ai jamais offert auparavant. Il s'agit d'une occasion unique, une occasion ponctuelle, une occasion définie qui t'offre la possibilité d'expérimenter en toi-même l'élévation globale telle que tu la souhaites. Non pas telle que moi je la veux ou moi je la pense, mais telle que toi, tu la souhaites pour toi-même. La suite n'est pas pour tous, car elle nécessite ton souhait et ton choix.
Elle est pour ceux qui sont sérieux et ceux qui acceptent d'agir pour se gagner la vie qu'ils savent profondément en eux-mêmes qu'ils doivent manifester. On n'a rien sans rien dans la vie, évidemment. Ce que tu dois manifester, c'est toi qui te dois de le gagner pour toi-même, de le manifester, d'aller de l'avant pour que ça se produise vraiment, pour que tu l'intègres, pour que tu deviennes un avec ça. Et ça découle de ton souhait et aussi de ton choix. La suite est pour ceux qui veulent être parmi les leaders conscients et puissants qui agissent et se démarquent dans cette période critique d'élévation. La suite va te parvenir très bientôt par courriel. C'est pas ici quelque chose de répétitif. C'est quelque chose en fait d'unique et de défini dans le temps. C'est pas quelque chose d'automatique qui va être offert euh, également dans le futur à ceux qui vont arriver dans une même suite d'autorépondeurs. C'est pas ça. C'est ponctuel cette fois-ci. Une fois que cette occasion va être passée, elle ne reviendra pas. Alors regarde attentivement tes courriels en provenance de support@pierre-étienne-bourget.com et je te dis à très bientôt. J'espère avoir la possibilité de t'accompagner dans la suite. Dans tous les cas, peu importe ton choix, je t'envoie mes chaleureuses pensées. Je t'exprime toute ma gratitude pour les échanges des derniers jours. Ça a été merveilleux et je te dis à bientôt. Bye bye.